Aujourd'hui, le partenaire stratégique que nous avons, qui est l'un des partenaires stratégiques dont effectivement les jeunes arborent par moment les drapeaux, qui est la Russie, nous n'avons pas décidé d'être sous dictat de la Russie. Nous sommes aujourd'hui, la Russie est un partenaire stratégique pour notre pays, tout comme la Turquie, tout comme l'Iran, tout comme la Corée du Nord, tout comme la Corée du Sud, tout comme tout partenaire qui va accepter mais ce la ne sont pas de nouveaux souveraineté. Mais effectivement, avant l'avènement du MPSR, tout construit autour de cela. Non, là, ce sont et des... ne se comprend pas. Je n'ai pas dit qu'on n'avait pas un partenariat. On n'avait pas de partenariat, mais les partenariats se sont renforcés. Maintenant, il y a un narratif qui est en train d'être construit autour des partenariats stratégiques de Burkina Faso actuellement, qui est un faux narratif dans les faits. Le faux narratif, c'est que nous avons des partenaires stratégiques dans le cadre de l'acquisition de nos moyens matériels, dans le cadre des grands enjeux, n'est-ce pas, des défis du moment. Et pour revenir au Burkina Faso, la question des écoles fermées. Vous savez, moi, je me suis amusé à regarder des statistiques qui ont été faites par une structure dont j'ai recherché, parce que quand ça se fait comme ça, il faut fouiller dans ceux aussi qui financent. On prend la photo des 3 présidents en ligne, et puis on met le nombre des écoles fermées. Tout intellectuel honnête sait qu'une crise, quand une crise évolue, il y a ce qu'on appelle le pic. Il y a des spécialistes en sécurité qui nous ont dit ça ici. Il y a ce qu'on appelle le pic. Et le pic, c'est quoi? La crise s'est enlisée, pourquoi? Dans la réalité, les terroristes se sont construits une base sociale. Rappelez-vous, en mars, quand on fallait dégager l'axe Kungusi-Djibo pour aller ravitailler les populations, il y a eu combien d'appels qui ont été interceptés en matière de complicité locale? Remarquez très bien, il y a 3 régions et j'ai dit que dans ces 3 régions, il faudrait qu'on travaille à avoir en fait une démarche au-delà donc des calaches, au-delà de l'armement. Il faudrait qu'on ait une démarche politico, j'allais dire, je viens. Je viens. Donc je n'ai pas des chiffres qui émanent du ministère de l'Éducation. Je parle. Non, au début, vous avez tenté de remettre en cause ces axes qui ont été explorés. Et donc je trouve que nous avons dénoncé des accords qui n'arrangeaient pas le peuple de Burkina Faso. Nous avons aujourd'hui une diplomatie responsable et ordonnée. Et j'ai l'impression qu'il y a un travail qui a été fait, de mon point de vue, par la tante Olivia Rwamba, qui fait un travail impeccable. Et donc, notre rupture avec le partenaire français, j'ai parlé tantôt de l'histoire. On ne nous a pas colonisés avec notre avis. On a recruté des soldats indigènes, envoyé des expéditions et massacré nos parents, nos grands-parents. Ce qui s'est passé chez les Samo, ce qui s'est passé à Waïguya, ce qui s'est passé à Bourzanga, ce qui s'est passé à Kaya, où on a préparé nos parents, la chair de nos parents, pour les obliger à manger. Donc, on a été victime de ce pays colonisateur-là. Et après, juste après les indépendances, on a signé un certain nombre d'accords qui ne permettaient pas une certaine autonomie de nos dirigeants. Et ça, il faut avoir le courage. Lisez un peu les accords qui ont été signés. Ces accords-là même ne nous permettaient même pas d'avoir des armées fortes. Ces accords ne nous permettaient même pas de pouvoir recruter des effectifs suffisants. Tout était rationné. Ces accords ne nous permettaient pas de consolider en fait des économies intérieures. Ces accords ne nous permettaient pas de faire grandir en fait des industries. Vous avez fait la révolution, nous on n'y était pas. Il y avait combien de sociétés d'État qui fonctionnaient très bien? Il y avait combien d'usines qui fonctionnaient très bien? Même une société de fabrication de munitions existait au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ça après l'application aveugle des programmes d'ajustement structurel? On n'est pas rentré dans la démocratie par amour, ça a été imposé. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, conséquence, privatisation de l'école, privatisation du domaine de la santé, les domaines régaliens de l'État. Et on était en train de privatiser même nos terres. Donc, je trouve qu'en une année, on a fait une rupture, j'allais dire, avec ce qui se passait dans le temps, sur le plan diplomatique. Et ce n'est pas nous, contrairement à ce que les gens croient, je n'ai pas vu nos autorités agresser quelqu'un de façon cavalière, aussi bien dans la sous-région qu'avec un partenaire particulier. Nous avons dénoncé des accords et les gesticulations sont plutôt venues de ceux qui sont appelés nos anciens colonisateurs. Est-ce que vous avez vu les gesticulations des États-Unis par rapport à la crise sécuritaire au Burkina Faso? Vous avez vu les gesticulations de l'Allemagne? Vous avez vu des gesticulations de la Belgique? Vous avez vu des gesticulations du Japon?
Vous avez vu des gesticulations de la Chine? Chaque pays préserve ses intérêts. Et nos dirigeants actuels ont pris le chemin de la préservation de nos intérêts. Les accords sur l'aéroport de Doncin, vous avez vu le contenu, qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, dénoncer cet accord-là nous permet aujourd'hui non seulement d'investir sur l'aéroport de Bobo-Dioulasso et d'explorer d'autres provinces où on peut construire ne serait-ce que des aéroports. Et je vais féliciter de passage donc notre tonton qui a sa société d'aviation qui vient de réduire les coûts Ouagabobo à 50 000 francs. Donc je pense que sur le plan diplomatique, c'est une diplomatie de la diversification des partenariats pour les intérêts du Burkina Faso. Et je trouve que, en tout cas, on a bougé à ce niveau-là. Ce que je regrette, c'est que nous n'ayons pas utilisé cette diplomatie-là sur le plan économique. Aujourd'hui, moi je voyais au niveau donc du ministère des Affaires étrangères organiser par exemple un haut sommet de la diplomatie au Burkina Faso. Et des gens vont venir visiter pour comprendre qu'au Burkina Faso, à Ouagadougou, on ne bouge pas avec des gilets pare-balles. Et ça allait nous permettre effectivement aujourd'hui de gagner à quelque chose à X ou Y niveau. On l'a vu un peu ce qui s'est passé avec le CIAO qu'on a forcé organiser et puis le FESPACO. Donc moi je pense qu'il faut beaucoup plus travailler à ce niveau-là. C'est de façon graduelle, ça va venir. Au niveau du franc CFA par exemple. Vous pensez qu'un seul pays peut se lever en mine de rien, en moins d'un an, on se retire? Même si vous n'êtes pas d'accord, il y a un processus. Quand je prends par exemple les accords militaires, nos militaires sont formés exclusivement en France. Formés en France suppose que vous utilisez le matériel français. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc ici, là, il faut que cette politique-là cesse. Nous ne sommes pas responsables de la situation. Les règles du jeu ont été faussées depuis la base. Et il faut que les Africains s'unissent. Pourquoi change ces règles du jeu-là? Regardez par exemple ceux qui ont dit non. Comme le Thomas Sankara. Je peux citer près de 22 personnes, 67 coups d'État. Et on dit que nous sommes responsables. Nous ne sommes responsables de rien. La situation qui nous arrive là, on a pipé les dés là depuis la base. Il faudrait qu'on retrouve d'autres dés pour que nous on engage le match. Et en ce moment-là, nous serons responsables de la situation. Nous sommes deux générations différentes. Merci, Lengani, rapidement. De ces jeunes-là qui sont venus à la tête de notre État, j'ai vraiment pitié d'eux. Regardez la sagesse avec laquelle ils dirigent le Burkina Faso. Un pays complexe. Quand vous prenez juste après la mort de Sankara, ceux qui ont tué Sankara là, ils ont avancé des raisons, non? Regardez ce qu'ils ont fait. Prenez le préambule du Front populaire. Lisez le préambule du Front populaire. Vous allez voir des noms de codes. Ce sont ces noms de codes-là qu'on utilise aujourd'hui. Et regardez en fait ce qui s'est passé après juste la mort de Sankara. On a détruit l'âme du Burkinabé. Quand je dis détruire l'âme du Burkinabé, l'argent ou la mort nous vaincront. C'est ça qu'on a fait 27 ans pour faire, 30 ans pour faire. On avait 6 régions militaires. On a détruit ces 6 régions militaires. Les gens se sont sucrés dans le dos. Et ça aussi, c'est une réalité qu'il faut dire, ça fait partie de l'histoire de notre pays. Le MPSR de demain là, sera jugé par rapport à l'histoire. En 2022, pendant que mon grand frère, le président Damimba, était là, il y a des gens qui ont dit sur ce plateau de Presse Éco que Rosine Sori Koulibaly et Abdoulaye Bari du But avaient des discours terroristes parce qu'ils ont osé critiquer la gouvernance du président Damimba. Quand les jeunes Louba frappaient des jeunes à Bobo-Dioulasso, mais c'est sur ce plateau que des gens ont dit qu'en réalité, s'il y avait ces gens de Louba-là, l'insurrection populaire n'aurait pas lieu. Voilà une génération qui, juste après le départ du président Sankara, une génération qui a eu des problèmes. Ça, c'est un fait. Une génération qui ont des problèmes entre eux. Et aujourd'hui, pendant les 1 an de la gouvernance du MPSR2, je veux savoir, est-ce que vous avez vu des Burkinabés se frapper? Je n'ai pas vu des Burkinabés se frapper. Aujourd'hui, la question de la réconciliation sociale, il a parlé tout de suite de l'administration. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui ont été victimes dans l'administration. On a utilisé l'administration pour sanctionner des gens. C'est de cette réconciliation, moi, personnellement, je pense. Sinon, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas après aussi... j'allais dire, se connecter à la réalité des masses populaires. Je comprends aujourd'hui les insuffisances de ces jeunes-là qui sont sans... Comme vous l'avez dit, il y a l'offensive, justement, donc, qui est née de l'initiative présidentielle pour l'offensive sur le plan agricole, qui, en tout cas, est en marche avec aussi l'APEC, qui vise justement donc, à créer, en fait, ou à régénérer, en fait. Ça fait ça depuis 10 ans. On ne serait pas là aujourd'hui. Tout le monde est unanime aujourd'hui que, comme le professeur Laurent Badot l'a dit, on avait une économie essentiellement consacrée à l'import-export. Donc, vous avez à l'intérieur un secteur primaire qui était presque désuet. On a vu des tracteurs qui pourrissaient du côté des Dassasco.
On a vu la plaine de Sourou et la plaine de Bagré où des gens ont pris des terres déposées. On a des bas-fonds qu'on pouvait exploiter dans le temps, dans le cadre donc de la communalisation intégrale. Si chaque maire, dans le cadre donc de son PCD, avait dans la section agriculture un projet social sur le plan agricole, on aurait occupé beaucoup de barrages. Ça allait nous permettre d'avoir un secteur primaire très costaud et par la suite, on allait développer un secteur agroalimentaire beaucoup plus puissant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a un état des lieux où on est venu trouver, les gens sont venus trouver une situation et il va falloir donc en même temps que vous cherchez à pallier à un certain nombre de préoccupations, vous travaillez justement donc à corriger donc des erreurs du passé. Merci Blaise. Bonjour, allez-y pour votre contribution. Alors, merci à vous. Je salue l'ensemble du plateau. Mon intervention va porter sur quelques points. Essentiellement, il a été question des chiffres, où on a présenté les chiffres, le nombre des écoles fermées sous le président Roch, le nombre des écoles fermées sous le président Damiba, le nombre des écoles fermées sous le président Ibrahim Traoré. Alors, ce qu'il est important de noter par rapport à cette présentation des chiffres, c'est que c'est quelque peu malsain. Les fermetures d'écoles d'aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir pourquoi des écoles sont fermées aujourd'hui. Des écoles sont fermées aujourd'hui parce que des actions qui auraient dû être posées longtemps avant n'ont pas été posées. Donc, si des écoles sont fermées sous le magistère du capitaine Ibrahim Traoré, c'est parce que des gens, avant le capitaine Ibrahim Traoré, n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Il faut saluer l'œuvre que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de poser. On constate un changement radical. Les accords qui nous liaient, qui nous empêchaient de commander des armes, qu'est-ce qui empêchait le président Roch de les dénoncer et de les abroger? Qu'est-ce qui a empêché le président Damiba de les dénoncer et de les abroger? Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré a eu le courage, au péril de sa vie, de dénoncer ces accords et de lier des partenariats avec des États avec qui nous sommes à mesure d'acheter des armes. On ne demande pas l'aide de la Russie. On achète les armes avec la Russie. Le capitaine a mobilisé les gens cotisent de l'argent et on achète nos armes. Si demain la Russie ne fait pas l'affaire du Burkina, on changera encore de partenaire. Quelqu'un a dit sur le plateau que les États qui viennent au Burkina, c'est sur la base de leur intérêt. Mais le Burkina également va en partenariat avec d'autres États sur la base de ses intérêts. Merci beaucoup, monsieur. Avec nous. Le président Ibrahim Traoré parle du peuple de qui il parle. Alors, moi, je voudrais répondre à cette question. Quand le président Ibrahim Traoré parle du peuple, il parle du peuple qui s'est réuni à Ouaga 2000 lors des assises avec les syndicats du pays. On ne peut pas dire que c'est les jeunes qui sont au rond-point des Nations Unies, rebaptisés rond-point capitaine Ibrahim Traoré, qui ont donné le pouvoir au président Traoré. Les syndicats étaient présents aux assises, les partis politiques étaient présents aux assises, l'armée était présente, les notabilités coutumières étaient présentes. Je pense qu'il faut encourager le travail que ces jeunes-là sont en train de faire, venus du front, sans aucune formation politique. Ils ont, avec l'aide de certains Burkinabés, tenté de redresser ce pays. Merci beaucoup, monsieur. C'est à la justice de faire ça, non? La justice indépendante, non? Je ne sais pas. L'audit a été fait par l'ASULC. Bien sûr, c'est à la justice maintenant de faire le travail. Puisque la justice est indépendante, je crois. Ce que je voulais féliciter à ce niveau-là, c'est vraiment qu'il y a quelqu'un du RELA qui m'a dit que le président Ibrahim Traoré, c'est l'un des présidents qui a fait le premier pas pour leur demander, en tout cas, à savoir comment ils travaillent, etc. Et il leur a même reçu, hein. Voilà, et il a cherché à le rencontrer et tout ça, et il leur a donné carte blanche de travailler. Donc, je pense qu'il y a des structures qui sont chargées également de gérer en fait ces questions-là. Maintenant, bon, pour ce qui est globalement du discours du président, je trouve que c'est d'abord audacieux
Je vais revenir là-dessus. Hein. Moi, j'ai vraiment pitié, en fait, de ces jeunes officiers-là. Parce que on était vraiment dans un gouffre. On était dans un gouffre. Parce que rappelez-vous que les autorités sénégalaises avaient interpellé dans le temps une autorité ici pour leur dire, de dire aux gens de faire pardon avec les constructions de cités au Sénégal. Et selon des informations, Côte d'Ivoire, et même dans des pays qu'on ne pense même pas, les gens ont déposé ce qu'ils ont à déposer. Donc, c'est comme je l'ai dit, quand vous faites une analyse de la société globale, vous aviez en fait un diagnostic qui est très éclairant. Et quand vous voyez des jeunes de 34 ans, 35 ans, aujourd'hui qui sont obligés de gérer en fait un lourd passé comme ça, et malgré ça, c'est des problèmes. Donc moi je pense que j'ai vraiment pitié d'eux. Ce qu'on peut faire pour les accompagner pour qu'ils réussissent cette mission de reconquête-là, on va le faire. Mais je vais dire simplement que dans le fond, il a précisé certaines choses et je suis d'accord effectivement que le discours de la vérité, vous savez, le président Traoré a opéré en fait une rupture dans la façon de gérer le pouvoir d'État. Et il est dans sa logique. Parce que dans le temps, on avait des discours écrits, chers compatriotes, chers concitoyens. Aujourd'hui, il arrive à faire avec brio, j'espère, ce dialogue direct-là avec des journalistes, c'est déjà une très bonne chose. Mais à l'intérieur aussi, il doit tenir compte, je pense, en fait, de la sociologie en fait, globale de Burkina Faso, la conception même que certaines personnes ont du pouvoir. Et il faut intégrer tous ces paramètres-là parce qu'il y a des choses qu'on dit qu'un chef ne doit pas dire, c'est ça, non, docteur? Il y a des choses qu'un chef ne doit pas dire, il faut policer les choses, voilà. Et puis aussi, vous avez, Sankara était, le capitaine Thomas Sankara, nous on n'était pas à l'époque, mais je constate que aujourd'hui, les jeunes officiers sont victimes, en fait, de l'avant-garde. Et cette avant-garde-là, qui devrait, selon certains, puisque dans la théorie, voilà pourquoi d'autres disent que ce n'est pas une révolution, mais c'est une greffe, machin. Dans la théorie, c'est quoi? Ça dit qu'avant de chasser l'armée française, il fallait aller voir des gens nuitamment, prendre des conseils et venir dire, on dénonce les accords de Sabre. Et là, comme ça, on peut taper la poitrine le lendemain pour dire, ah, c'est grâce à nous qu'ils sont en train de faire ça. Donc, à quelque part, je trouve qu'il y a une certaine catégorie qui ne se sent pas dans un certain nombre d'actions des autorités de la transition. Mais je trouve que c'est vrai, il y a des défis à relever, mais c'est le Premier ministre, de mon point de vue, qui doit faire ce travail-là. Ce Premier ministre doit faire un travail de fond pour satisfaire cette classe-là. Parce que c'est une classe aussi qui veut donner du ton. Donc, il va falloir pour pacifier les rapports. Et c'est là où je suis d'accord avec donc, la question donc, des libertés. Pour moi, il faut laisser les gens dire ce qu'ils veulent. Et pour les médias publics,